Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci d'être là et de me prêter une partie de votre journée pour apprendre à découvrir le parcours d'une leader RH qui a été très inspirante. J'ai rencontré aujourd'hui Julie Bélanger. Julie a eu plusieurs rôles de direction RH, vice-présidence RH aussi, chez Loblaw, chez Lowe's, chez Transat, puis jusqu'à tout récemment, même chez Sovra, qui est aussi Mediagriffe ou MDF Commerce, a changé quelques noms, même si c'était dans la même organisation. Ce qui est intéressant, justement, sur cette dernière expérience-là, on parle beaucoup d'intégration. Lorsqu'une organisation passe au travers de différentes phases, soit des phases d'acquisition, de vente, comment on intègre ces sociétés-là. On a parlé aussi de télétravail, on a parlé de culture lorsque on a plusieurs organisations, lorsqu'on a plusieurs employés un peu partout dans le monde, comment on peut réussir à faire vivre la culture, mais en prenant compte la culture propre de ces gens-là qui sont en Ukraine, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, vraiment très intéressant. On parle de relations syndicales, patronales. On parle que même si elle a travaillé dans des secteurs d'activité différents, sans dire que c'est du pareil au même, on a souvent nos réflexes RH puis nos enjeux peuvent être similaires, mais comment on réussit à bien les intégrer, bien les impliquer, fait en sorte qu'on peut se démarquer puis amener notre côté stratégique. Puis j'ai essayé de la challenger sur le côté que les RH, ça travaille pas bien avec les finances. Je pensais que c'était un peu partout, mais elle a dit que ça travaille très bien puis elle nous démontre comment bien travailler avec VP Finance, CFO. Donc, des bons trucs, encore une fois, beaucoup de valeur. Merci d'être là. Je vous souhaite une bonne écoute. Et si vous avez appris quelque chose, si vous aimez notre podcast, merci de nous laisser des commentaires, des reviews sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube et de faire connaître notre podcast à plus de monde possible dans la communauté RH. Bonne écoute! Bonjour Julie. Bonjour Michel. Bien content de te recevoir. Merci de m'accueillir. De la grande ville, tu es descendu de Montréal. Oui, la Merci. grande capitale. Donc, Julie Bélanger, jusqu'à tout récemment, vice-présidente RH chez Sovra ou MDF Commerce qu'on connaissait. Exact. On aura l'occasion d'en parler un peu plus, mais si on recule quelques années en arrière, les RH, comment c'est rentré dans ta vie? Étais-tu destiné à un parcours en RH? Mais pas du tout. J'ai pas rêvé de devenir vice-présidente RH comme on rêve de devenir astronaute ou médecin. C'est plus la profession qui m'a choisi. Donc, j'arrive à l'admission à l'université. J'ai 2 demandes entre les mains. Psychosociologie de la communication et relations industrielles à l'Université de Montréal. OK, bien, il y avait un des deux choix. Il y avait quand même un des 2 choix. En fait, je savais que je n'étais pas une fille de science. J'aimais plus la sociologie, psychologie, mais il n'y avait rien de très précis à ce moment-là dans ma tête. Et ça a été presque un coup de dé, là. Je préférais le voyagement vers l'UQAM plutôt que vers l'Université de Montréal. OK. Puis, j'aimais la définition du programme, en fait. C'était très intéressant. Programme, d'ailleurs, qui fait l'objet d'une petite polémique récemment. Il y a eu un article dans la presse début mars. C'est pas le programme que j'ai connu du tout. Là. Il y a peut-être eu des changements. C'est sûr que c'est un programme assez intéressant, challengeant aussi sur le point de vue de la connaissance de soi, puis de l'intervention auprès d'humains, auprès de groupes. Mais j'ai pas connu des choses flyées qu'on décrit dans la presse aujourd'hui. Et là, je sors avec mon diplôme en poste. Comment on explique ce que fait un psychosociologue dans la vie? Il n'y a pas souvent ça comme c'est pas description un titre de poste. qui est très, très connu. Alors, et là, les emplois d'été, il faut passer à autre chose. Donc, je me retrouve chez Adéco en disant, ils vont me trouver un emploi. Et mon premier emploi, c'était du télémarketing. Okay. Et finalement, j'ai fait ça 2 semaines parce qu'on découvre chez Adéco que j'ai des habiletés en ressources humaines. J'ai une formation qui est très connexe, bien que méconnue. Et on m'offre un poste chez Adéco. OK, fait que tu étais c'est une agence de placement. Donc, ils t'ont placé dans une agence de télémarketing pour te rapatrier 2 semaines plus tard. 2 semaines. OK. Mais quand on m'appelle aujourd'hui pour du télémarketing, j'ai un peu de patience pour la personne qui est au bout du fil pour l'avoir fait que 2 semaines dans ma vie.
Alors, je commence chez Adéco en recrutement. Je n'avais pas beaucoup d'expérience, évidemment. Alors, j'ai appris un peu sur le tas avec des bons mentors, des personnes qui m'ont bien accompagnée. Et l'Oblast est arrivé assez vite dans ma vie parce qu'on faisait le recrutement massif pour l'Oblast. C'était Adéco qui avait le mandat à l'époque. Et éventuellement, ils ont internalisé la pratique parce qu'ils ouvraient beaucoup de magasins à l'époque. On est dans les années... Oh là, tu me fais voyager dans le temps. Là, on est dans les années 2000. OK. 98, 99 plutôt. OK. Et là, fait que là, tu rentres dans l'équipe de recrutement. Dans l'équipe de recrutement. Et oui. Après avoir demandé la permission à Adéco avant de passer chez le client quand même, parce que mon employeur était Adéco et notre client était l'Oblast. Puis c'était l'Oblast ou c'était Provigo à l'époque? C'était l'Oblast qui a été acheté un an après par... En fait, l'Oblast a acheté Provigo. Okay. Mais Provigo était gros au Québec, donc c'est comme si Provigo avait acheté l'Oblast. C'était une drôle de, de dynamique. Oui, exactement, parce que l'Oblast venait du reste du Canada et s'implantait au Québec. Fait que tu rentres dans le recrutement massif. Je rentre dans le recrutement massif à une époque où est-ce qu'on faisait des foires d'emploi et on avait des line-up de 300 candidats avec leur CV entre les mains. C'est une autre époque. Hein? Oui. On ne connaît plus ça aujourd'hui. Donc, on ouvre des magasins un peu partout. Et à un moment donné, on a une masse critique de magasins quand même. On en a ouvert presque 12-13 sur 3 ans. OK. Et mon directeur de l'époque, Ronnie Bernatchez, que je salue, voit en moi du potentiel pour un poste de conseiller ressources humaines. Et là, je fais, non, je suis pas prête pour ça. Il m'a dit, oui, t'es capable. Alors, je pars avec mon petit sac à dos qui contient beaucoup de théories, un petit sentiment d'imposteur, quand même une volonté d'apprendre, une curiosité, puis quand même une force de caractère. Et là, j'arrive comme conseillère ressources humaines dans les magasins. OK. C'était divisé par territoire, puis je devais avoir 12 ou 13 magasins. Fait que tu supportais les gestionnaires, les directeurs des magasins. Oui. OK. Alors, dans mes premières rencontres, j'ai 25 ans et le directeur de magasin devant moi a 25 ans d'expérience. Okay. Donc, ça fait une drôle de dynamique et... je nommerai pas son nom, mais je m'en souviens pas de toute façon. Et je me fais dire, c'est pas la petite qui va venir me montrer comment faire des ressources humaines. Et là, je fais, attends un peu, je suis pas venue me montrer comment faire ta job ou comment faire des ressources humaines. Je suis venue t'accompagner dans la gestion de tes ressources humaines. Alors, encadré de collègues qui avaient plus d'expérience à l'époque, de directeurs de magasins qui ont bien voulu... croire en mon potentiel et en mon gros bon sens, en fait, parce que ça prend beaucoup de gros bon sens pour faire ce qu'on fait. Ouais. Et c'est comme ça qu'a débuté, si on veut, véritablement mon vrai poste, quoique ce que j'occupais avant était aussi un vrai poste dans les ressources humaines. Mais c'est ça qui a vraiment défini, je dirais, le reste de ma carrière et mon cheminement. Mais tu étais quand même dans une organisation qui est très structurée, qui avait des méthodologies RH, des centres d'expertise et tout pour apprendre. C'est une super école. Il y avait tout ce que tu viens de décrire en termes d'organisation RH. C'était une grosse équipe. À l'époque, on devait être 150 employés en ressources humaines. Et c'est une bonne école aussi parce que c'est à 13 magasins, c'est du volume. Là. On en gère des cas, on en gère des situations. Donc, c'est syndiqué, non syndiqué? Il y avait des magasins syndiqués, des magasins non syndiqués, effectivement. J'avais les deux. Puis, je parle, on peut apprendre de plein de personnes. J'ai appris de collègues, j'ai appris de mes patrons, mais j'ai appris aussi des représentants syndicaux parce que dès qu'on se met à un mode un peu éponge, puis on veut comprendre, on observe, on regarde. Donc, ça a été, oui, une super école. Oui, c'est cool. Puis ensuite, tu transitionnes du commerce de détail vers le manufacturier. Oui. Canada Bread, à Star Bimbo, qu'on connaît dans la région de Québec puis qu'il y a ailleurs. C'est quoi le plus grand changement ou le plus gros choc du commerce de détail au manufacturier? Bien, sur 2 volets, je dirais. Le premier, au niveau de mon rôle, donc j'avais occupé jusqu'à là un poste de contributeur individuel, si on veut, là. Et c'était mon premier poste de gestion chez Multimarque. Donc, c'était un poste de chef ressources humaines. Donc, j'avais 2 personnes, probablement à l'époque, qui se rapportaient à moi. Fait que ça a été la première marche qu'on fait comme gestionnaire. Elle est quand même importante. Significative, oui.
Oui, puis l'autre côté, c'était effectivement le milieu manufacturier, donc assez différent, évidemment, du commerce de détail. Puis c'est là où je suis allée chercher peut-être un petit peu plus d'outils puis d'expérience au niveau de la santé et sécurité au travail, parce que c'est un gros focus. Évidemment, dans le commerce de détail, c'est important aussi, mais disons que les risques sont un petit peu plus importants là, dans le manufacturier. C'est moins évident à percevoir, même s'il y en a dans le commerce de détail. Quand tu vois une machine qui tourne, un convoyeur dans le manufacturier, c'est plus automatique. Il y a de la santé-sécurité ici. C'est impressionnant. Puis on a accès à des endroits que le grand public n'a pas accès. Dans un magasin, on sait à peu près de quoi ça a l'air, mais descendre dans l'usine, on est en alimentation, donc on met le filet, on met les souliers de sécurité, puis on va rencontrer des employés sur le plancher, comme on dit. C'était très intéressant. Puis Bimbo ou Multimarque à l'époque appartient à Maple Leaf. Donc, c'est aussi une très, très, très grosse organisation. Donc, tu avais accès à des ressources au centre d'expertise. Oui, des programmes, des formations, Green Belt, Black Belt, je ne sais pas si tu connais ça un peu. Ouais. Donc, on est exposé à ça. Au niveau de la gestion de la performance, ce sont des outils puis des programmes qui sont très, très matures. Donc, j'apprends aussi beaucoup de ça. Pas que Provigo ne l'était pas, mais ça, c'était vraiment un autre niveau. Là, Je prends quelques secondes pendant cet épisode pour remercier Ansia, notre partenaire du podcast Leader RH. Vous savez à quel point ça peut être difficile de recruter 2, 3 bons employés. Alors, imaginez devoir en recruter 100, 200, 500. C'est ce que Ansia fait, du recrutement de volume, mais tout en conservant la touche humaine. Donc, régler tous les problèmes d'attraction, de recrutement et d'intégration pour toute entreprise qui recrute qui font plus de 100 recrutements par année. Alors, merci Ansia et bonne écoute. Puis le vertige de la première job de gestion puis de supervision, ça dure-tu longtemps? Comment on s'y prend quand c'est notre première job? Bien, on n'est pas super à l'aise la première journée. Là. Ça serait faux de dire qu'on saute là-dedans comme si rien n'était. Je sentais que j'étais prête, puis on pourra en parler plus loin, mais à chaque fois que je changeais d'emploi, j'avais l'impression que, pas que j'avais fait le tour, parce que c'est un peu prétentieux de dire que j'ai fait le tour, mais je sentais que j'étais mûre pour le prochain step. Puis, c'est ce qui est arrivé aussi chez Multimarque. Super belle occasion, opportunité qui m'a été offerte. Puis, c'était quand même à taille raisonnable. Là. Mais, tu sais, te dire que j'avais les habiletés que j'ai aujourd'hui comme gestionnaire, non. On l'apprend quand même un peu sur le tas, mais c'est important pour moi de... J'ai toujours eu l'approche de donner au suivant parce que notre carrière, on l'a bâtie, mais il y a des gens qui nous aident puis qui nous donnent des coups de pouce puis qui nous aident à progresser puis à apprendre puis, comme je le disais tantôt, qui nous envoient dans des chemins où nous, on pense qu'on n'est pas prêt. Fait que c'est un peu ça que je transmettais aussi aux personnes avec qui je travaillais. Fait que je m'installe dans ce rôle-là qui est quand même c'était correct parce que j'avais pas une grosse équipe, mais ça a été mes premières armes là, comme gestionnaire. Le fait d'être dans une grosse organisation à ce moment-là te donne accès à certaines ressources, des collègues pour échanger. Oui, effectivement. On était à l'époque, le poste s'appelait directrice adjointe, puis on était 3, dont une qui était basée à Québec, puis on était 2 à Montréal. Donc, c'était évidemment des collègues sur qui je pouvais m'appuyer. Puis ça a été mes premières armes aussi en négociation de conventions collectives. Il y en avait chez Provigo, mais on était moins exposés parce qu'on avait une équipe de relations de travail. Alors que là, c'était nous, dans le poste de généraliste, qui faisait aussi T'étais-tu rattaché à une usine en particulier? Oui, à Montréal. Et ça sentait très bon. Aller travailler le matin. C'était l'usine, il y avait une usine à Montréal, près du stade olympique. Est-ce qu'on fait les pains pommes, les pains bon matin, je m'en souviens encore. Puis il y avait une autre usine où est-ce qu'on faisait les pains au raisin. Alors ça rajoutait un petit twist sucré. Ça sentait très bon. Puis le soir, des fois, il y avait des invendables. Donc, on pouvait partir avec un pain frais sorti de la ligne de production. On appelle ça des avantages, des bénéfices marginaux. Il y a dans la description de tâches, il y a toute autre tâche connexe. Dans la liste des avantages sociaux, il y a celle-là. Oui, pain frais à volonté. Pain frais du jour. Qu'est-ce qui fait que tu as transitionné? Parce que là, retail, manufacturier, puis là, tu arrives chez Transat. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu
transitionnes vers Transat? Transat, je suis allée en entrevue puis je le savais pas. Je raconte ça, puis c'est anecdotique un peu, mais c'est mon ancien directeur de chez Provigo qui était rendu chez Transat, puis on avait gardé contact. On va prendre un café, puis on va dîner, en fait, et je sors du dîner, puis j'ai une offre d'emploi. Puis là, mon Dieu, je savais pas que j'étais venue en entrevue, et j'étais déchirée à l'époque parce que j'avais pas fait le tour de Multimarque. C'était une belle organisation, je m'y plaisais, puis je sentais encore que j'avais des belles choses à apprendre. Mais Transat me titillait un peu aussi. Beau logo, belle organisation, une autre industrie. Donc, j'ai décidé de faire le saut. OK. Toi, tu atterris dans le rôle Je commence comme chef, mais rapidement, le plan était de transitionner vers un poste de directeur parce que la directrice allait prendre le rôle de directrice rémunération. Okay. Donc, c'était dans un objectif de succession. Là, fait que j'ai peut-être été quelques mois dans le poste de chef, puis le poste de directrice ensuite m'attendait. Puis là, tu es dans une autre industrie, c'est dans du 24 heures sur 24, de l'international. Oui. Comment est-ce que tu es saucé dans Potion? Encore une fois, bien accompagnée, avec plus d'outils dans mon sac à dos que la première fois que j'ai mis les pieds dans un magasin. En fait, Transat, ça a été vraiment, dans mes années où j'ai été là, deux volets très, très, très différents. Parce qu'il y a Transat, le voyagiste, et il y a Transat, la ligne aérienne. Donc, c'est complètement différent. Le voyagiste, c'est vraiment l'organisation, la planification du voyage, quelle destination on va faire, ça fait drôle à dire, mais quel produit on va vendre aux clients, mais c'est pas un produit... Fait que les hôtels qu'on choisit sont choisis par le voyagiste. Par le voyagiste. Exact. Donc, ce sont beaucoup de centres d'appel aussi, parce que tout ce qui est service client, ça passe par la division, on va l'appeler comme ça, voyagiste. Et je fais à peu près 4-5 ans de ce côté-là. Et j'ai fait à peu près 4-5 ans ensuite du côté de la ligne aérienne, qui est complètement différent, qui est des opérations aériennes. C'est de juridiction fédérale. Donc, au niveau des lois du travail, c'est complètement différent. Puis, c'est un milieu qui est syndiqué aussi. Et quand j'arrive chez Transat, on revient au premier volet. Le mandat, c'est de changer le rôle de l'équipe RH. Là. Donc, on remonte encore dans le temps, mais l'équipe RH était vraiment vue comme un service plus transactionnel. Okay. Des fois, à la blague, on disait que c'était le service du personnel. Là. Oui. Donc, et avec le directeur qui était là à l'époque, qui était venu me chercher, on a vraiment changé la façon dont on allait accompagner les gestionnaires dans la gestion de leurs ressources humaines. Puis ça, c'est un enjeu qu'on a souvent, puis j'en parle souvent ici, comment on se rend plus stratégique, comment on montre ça, où on sort du transactionnel. T'as-tu une potion magique? Oui. Qu'est-ce qu'on met en place comme RH pour faire cette transition-là? Oui. Mais ça dépend beaucoup du niveau de maturité de chaque organisation, de chaque équipe. Là. Fait que je vais parler de mon expérience à moi, mais à l'époque, c'était une perception de ce qu'étaient les ressources humaines. Puis quand je disais à la farce, à la blague, un service des RH, c'est presque anecdotique, mais s'il y avait une bonne cote de rendement à donner à l'employé, le gestionnaire disait, bien, viens me voir, on va s'asseoir ensemble. Puis s'il y avait un message plus difficile à passer, il disait, va au 16e étage, les ressources humaines vont te l'expliquer. Donc, c'était justement de redéfinir ce qui est un rôle de gestionnaire. Donc, l'offre de service. L'offre de service. C'était pas clair pour les employés, pour les gestionnaires. Exactement. Donc, ça s'est fait beaucoup avec le leadership de notre directeur à l'époque, la volonté de la direction de Transat aussi de vouloir avoir des gestionnaires plus impliqués dans la gestion de leurs ressources aussi. Et puis, on les a habilités avec des formations, de l'accompagnement, etc. Puis ça s'est fait quand même assez bien. Puis je te dirais que dans l'équipe RH, il y a des gens que ça leur plaisait, puis il y a des gens que ça leur plaisait moins. Fait qu'il y a des gens qui ont quitté suite à ce changement-là. Naturellement, aussi. Tu mets en place ta vision, parce qu'il y a la vision de l'organisation, mais il y a ta vision à toi aussi comme leader d'un département, comment tu veux... exact. Puis on saute souvent là-dedans dans le transactionnel stratégique, mais quand tu creuses un peu, puis j'en parle beaucoup avec mes équipes, c'est pas de la stratégie visionnaire que les gens veulent faire. En fait, ce
qu'on demande, puis ce qu'ils veulent faire, c'est d'être impliqués quand les décisions se prennent, puis pouvoir participer à la conversation, donner des idées, que ce soit pour un changement organisationnel, une promotion, plutôt que d'arriver devant le fait accompli puis se faire dire, c'est tout décidé, là, je vais nommer telle personne, puis tiens, fais-moi arriver ça, puis mets ça dans le système. Fait que je pense que le défi, c'est d'avoir d'assez bonnes, ça commence par de la crédibilité puis des bonnes relations avec ses gestionnaires, puis une démonstration qu'on a de la valeur ajoutée à participer à ces conversations-là. Puis une fois que ça s'est enclenché, c'est possible d'être... Bon, ça, c'est ma définition de stratégique, là, mais peut-être que d'autres ont d'autres définitions. La transition voyagiste, ligne aérienne, transporteur, est-ce que c'est une transformation à l'intérieur qu'on part de notre organisation? Parce qu'il y a plein d'organisations qui changent. Il reste la même business, mais il change, ou c'était 2 unités d'affaires séparées? C'était déjà 2 unités d'affaires séparées. Puis mon transfert, en fait, c'est organisé au moment où la personne qui était en place quittait l'organisation. Là, oui, il y avait un changement de président de filiale aussi, parce que chaque filiale était menée par un président, puis le service RH se rapportait à la vice-présidence corporative ressources humaines, mais il y avait un lien étroit avec l'équipe, évidemment, proche là, de direction de la division. Et le poste s'est tout simplement libéré, puis j'avais manifesté déjà mon intérêt. Là, t'es allé. Oui. Là, c'est toi qui as provoqué l'entrevue. Là. Oui. Alors, je me retrouve, avec, comme je disais tantôt, un petit peu plus de choses, d'outils dans mon sac à dos, mais quand même dans un domaine que je connais plus ou moins. C'est très, très, très réglementé, le transport aérien. Hein. C'est Transport Canada qui te délivre le permis de faire voler des avions. Donc, ça vient avec un ensemble de responsabilités, de conformité, de gouvernance incroyable. Et heureusement, parce que ça, quand on monte dans un avion, on est rassuré. Et, il y a des opérations. Fait que là, 24/7. 24/7, vous avez des employés un peu partout, parce que les pilotes, le personnel de bord, puis le personnel dans les aéroports font partie des équipes? À l'époque, dans les aéroports, oui, il y avait une division, mais qu'on a vendu entre-temps. Donc, principalement, les gens étaient c'est des bases, là. Donc, tout le monde était basé au Canada. Évidemment, ils faisaient des vols à l'étranger, mais leur base d'attache est au Canada. Donc, on avait une base à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Okay. Beaucoup de relations de travail aussi. Beaucoup plus que ce que j'avais connu chez C'est-tu des relations? Tu sais, des fois, dans certaines industries, il y en a qui sont un peu plus conflictuelles, tout dépendant de l'industrie, du secteur où tu es. C'est quoi la réputation? Je les qualifierais de très cordiales à l'époque, oui. Puis, c'est drôle que tu parles de ça, parce que quand on m'a dit qu'il y avait quand même un grand volet relations de travail, ça ne me tentait pas trop. Puis ce que j'avais dit à l'époque au président, qui était aussi qui a été un bon mentor en relations de travail, parce que c'est un avocat de formation, puis il avait négocié beaucoup de conventions collectives. Jean-François Lemay, je peux le nommer, qui était président à l'époque. Donc, ça a été un très bon mentor puis un bon coach. Puis je me souviens que je lui avais dit à l'époque, moi, je ne veux pas faire des relations de travail, j'aime pas ça me chicaner. Puis il dit, c'est justement ça qu'il faut, ne pas aimer se chicaner, parce que faire des relations de travail, c'est pas vouloir avoir raison à tout prix, c'est de vouloir trouver des compromis, des voies de passage. Puis dans relation de travail, il y a relation, donc il faut être capable de se parler, de trouver où est-ce qu'on a des intérêts qui convergent. Donc, ça a été aussi une très belle école. Donc, chaque poste que je viens de décrire, j'ai quand même appris beaucoup, oui. On parle de cheminement de carrière, puis de progression, puis tout ça, mais dans les changements, il faut aussi que ça nous apporte quelque chose. T'sais, on peut avoir le sentiment d'avoir fait le tour. Des fois, on n'a pas fait le tour. On peut juste, à l'intérieur de la même organisation, voir d'autres choses, mais des fois, c'est d'aller ailleurs qui nous amène à mettre d'autres choses dans notre sac à dos, comme tu disais. Très vrai. Oui, vraiment, vraiment bien. Là, tu parles de relations, le transfert entre voyagistes, transport, puis là, tu retournes dans le commerce de détail chez Lowe's. Oui. VP, RH, ce côté-là, un rôle pan-canadien, un peu comme tu avais dans le transporteur.
C'était quoi ça? Tu disais tu gérais les PARH? Oui, les équipes de PARH, effectivement. Comme tu disais, on n'a jamais fait le tour complètement, mais disons que j'avais fait 2 rondes de négociations avec chacune de nos accréditations syndicales. Là, il y a une 3e ronde qui arrivait, puis là, je me disais, il me semble que j'ai fait un petit peu le tour du jardin. Donc, puis j'ai été approchée par un chasseur de tête à ce moment-là pour aller chez Rona. Puis je me disais, je connais le commerce de détail. C'est intéressant. C'est un retour aux sources, oui. C'est un poste de vice-président aussi, mais pour la fonction PARH. Donc, on se rapportait à un vice-président principal, ressources humaines, et moi, j'étais responsable de toute la fonction PARH magasin. Donc, il y avait 4 directeurs de région à l'époque. Donc, Vancouver, Toronto, Montréal, les Maritimes. Et chacun de ces directeurs-là avait une équipe de PARH. Et quand tu dis retour aux sources, ce que je faisais à l'époque chez Provigo, donc je connais assez bien le métier multisite, le travail de terrain, ça m'intéressait. Puis cette fonction-là de partenaire d'affaires ressources humaines, des fois, est un peu galvaudée, des fois, ça relève des opérations. C'est entre un conseiller ressources humaines, un partenaire d'affaires ressources humaines, quelle vision t'en as de ça, la différence puis l'apport qu'il peut y avoir? Bien, juste avant de répondre à ta question, je vais revenir juste 2 pas en arrière parce que là aussi, on a revu le poste de PARH en magasin parce qu'il est souvent vu, pour revenir à ta question, comme mon point de contact ressources humaines. Donc, la personne à qui je peux poser toutes les questions sur ma vie d'employé. Puis, on s'est rendu compte chez Lowe's qu'il y avait quand même un gros volume qui pouvait être géré différemment. Tu sais, combien j'ai le droit de congé, combien il me reste de temps dans ma banque, etc. Le conseiller n'était pas habilité en magasin là, pour répondre à ces questions-là. Il est souvent sur la route, il n'a pas nécessairement accès au système. Donc, on a fait converger toutes ces questions-là vers un centre d'assistance aux employés, si on veut. Donc, ça permettait de libérer le poste de partenaire d'affaires RH pour qu'il joue son vrai rôle de partenaire, c'est-à-dire d'accompagner le gestionnaire dans la gestion de ses ressources humaines, puis inévitablement aussi la gestion des cas qui peut se passer des fois en magasin, là, malheureusement, qu'on parle de vol, d'absentéisme, etc. Donc, d'être vraiment un point de contact, mais pour tout ce qui touche la gestion des ressources humaines et non ce qui va toucher, par exemple, plus l'administration d'un dossier ressources humaines. Et c'était d'élever ce rôle-là en envoyant les questions au bon endroit, si on veut. Puis, sont en lien directement avec les directeurs, directrices de magasins. Ils font le service directement, puis ils viennent les soutenir à ce rôle-là. Puis la partie employée, questions des employés étaient gérées par le centre de service. Oui, les questions de... Il y a combien d'employés à l'époque? C'est 35 000 employés là, à l'ensemble du Canada, oui. Ça n'engage que moi, là, mais je pense qu'un conseiller ressources humaines là, ou un partenaire, parce que des fois, on peut se mêler dans les mots aussi. Y a-t-il vraiment une distinction? Ça dépend des organisations. Mais moi, la façon dont je le vois, c'est qu'on doit s'occuper 80% des gestionnaires parce que c'est eux qui s'occupent des employés. C'est sûr qu'inévitablement, il faut qu'on s'occupe des employés aussi. Il y a des cas à gérer, on peut répondre à leurs questions. On n'est pas complètement invisible à leurs yeux, mais ce n'est pas nous qui faisons la gestion des ressources humaines. On accompagne les gestionnaires à faire la gestion de leurs ressources humaines. Donc, c'est sûr qu'on doit rencontrer des employés, ne serait-ce que des situations d'harcèlement en milieu de travail, je veux progresser, je veux appliquer sur un poste, j'ai envie de comprendre c'est quoi les qualifications pour ce poste-là. Puis même ça, c'est des questions auxquelles le gestionnaire pouvait et devrait pouvoir répondre pour pouvoir accompagner et faire grandir leurs employés. Puis après ça, il y a tout un ensemble de responsabilités, puis de mettre les bonnes politiques en place, les bonnes gouvernances pour que tout ça évolue. Fait que de l'expérience que tu disais tantôt, si ça va bien, viens me voir. Si ça va pas bien, va au RH. Le rôle du RH, c'est d'outiller son gestionnaire à faire ça et non... Puis ça se peut-tu que ça soit une façon aussi de sortir du transactionnel? Parce que si c'est toi qui es pris pour faire les avis disciplinaires, c'est toi qui dois faire les rencontres, ben le gestionnaire te délègue sa transaction. Embauche-moi ça, congédie-moi, fais-moi une lettre. Oui.
Mais on est là en assistance, c'est sûr, inévitablement, parce que quand on parle de faire une lettre, il y a quand même une science derrière ou une expertise. Là, il faut faire les choses correctement, faire les dossiers correctement. Puis quand je reviens à mon directeur qui m'avait dit « Tu vas pas me dire comment faire ma job? » Non, mais je vais m'assurer de pouvoir t'aider puis de m'assurer que ce qu'on fait, on le fait correctement. Comme ça, les décisions les décisions qu'on prend ensemble, parce que la décision ultime, le châtiment ultime, c'est de devoir congédier un employé. Bien, c'est pas quelque chose qu'on fait sur le coin d'une table à la légère. Donc, c'est de bien accompagner, de bien documenter le dossier. Fait que ça, c'était les responsabilités à l'époque. Donc, c'est de bien accompagner le directeur de magasin, justement, pour que ça se fasse correctement, puis dans les règles de l'art, puis en conformité avec les lois. Puis comment on agit avec un gestionnaire qui ne veut pas ou qui est réticent à ça ou qui ne voit pas la valeur qu'on peut y apporter? Ben moi, je te disais que tantôt, j'ai quand même une force de caractère, là, donc je vais essayer par toutes les manières de le convaincre, puis de lui montrer que je fais pas ça pour protéger mes intérêts à moi, mais je fais ça pour protéger les intérêts de l'organisation et ses intérêts à lui aussi. Là, donc, je montre mon argumentaire, je montre mon dossier. Mais quand... Si tu me poses la question suivante puis il veut vraiment rien savoir, ben des fois, j'ai une approche qui s'appelle la démonstration par l'absurde. OK, ben... fais-le, puis après, ben si ça tourne mal, je me retiendrai de te dire, je te l'avais dit, mais ben, c'est ça, parce qu'en bout de ligne, la décision ultime revient à un directeur, c'est pas ou à un gestionnaire, c'est pas les ressources humaines qui congédient quelqu'un, c'est un gestionnaire. Fait que nous, on est là pour l'accompagner, puis s'assurer que la décision est, comme je le disais tantôt, faite dans les règles de l'art et en conformité avec les lois, mais... Après ça, c'est sa décision. Là. Mais c'est rarement arrivé. Là. Je pense qu'il y a quand même une relation de confiance qui s'installe. Les gestionnaires aussi sont très conscients des lois et des pratiques. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas été dans des organisations où ça se faisait de façon... sur ce point de vue-là. Non. Puis tu me dis 35 000 employés. Oui. Des fois, on est 22 dans une entreprise, puis on a de la misère à faire respecter, à suivre des politiques, à suivre des trucs. Comment on réussit à faire ça à 35 000? Ou bien on se dit, ben, on va vivre avec ce qui va déborder, on va avoir une ligne, puis c'est pas grave si ça rentre dans l'accotement? Comment on prend ça quand c'est une énorme organisation? Oui, très difficile. J'ai pas la recette magique parce que sinon, ça me ferait plaisir de la partager. Mais ça, c'est un casse-tête qu'on avait quotidiennement, mes collègues et moi, sur la communication. C'est juste imaginer la cascade d'une communication là, jusqu'au dernier des employés au bout de la chaîne. Là, au Lowe's à Sudbury. Oui, c'est un défi. Puis on essaie d'être très conscient de... Puis ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi de comprendre vraiment le rôle de tous et chacun dans une organisation. Hein. Puis pour moi, il n'y a jamais personne qui est juste le dernier commis au bout de la chaîne ou qui est juste un directeur de magasin. Tout le monde a son importance dans une organisation. Puis je pense qu'on gagnerait plus des fois à se mettre à la place de l'autre puis à comprendre ce qu'ils vivent. Puis moi, ce que je trouvais souvent dommage, puis j'étais pas toujours capable de l'éviter, c'est que prenons dans le commerce de détail ici, puis l'exemple dont on parle chez Rona Lowe's, le directeur de magasin, il est vraiment au centre de toute la tempête, lui, parce que, bon, ressources humaines lui envoie des nouvelles formations obligatoires, des nouvelles politiques, marketing lui envoie des nouvelles promotions, des nouvelles finances a besoin de ses chiffres, puis il faut fermer le mois, puis son directeur de district a besoin des chiffres de vente, puis il se retrouve au centre d'une tempête, finalement, puis... C'est à nous, toutes ces fonctions corporatives-là, de s'organiser ensemble pour que sa vie soit pas trop misérable, finalement. Mais est-ce qu'on réussissait toujours bien? Non, malheureusement, mais pour répondre à ta question, on aurait à gagner si on s'arrimait mieux entre nous. Puis là, je parle d'un directeur de magasin, mais ça peut être plein d'autres postes dans une organisation. Ouais. Puis là, on connaît l'histoire Lowe's, Rona, mais Lowe's a continué de grandir puis de faire des acquisitions dans le restant du Canada.
Étais-tu là-dedans, d'avoir intégré, on achète, puis ils ont des conditions? Tu as vécu cette époque-là? En fait, oui, sur 2 grands volets. Le premier, quand je suis arrivée, Rona avait déjà été acheté par Lowe's. Je pense que quand je suis rentrée en poste, la transaction s'était conclue 6 mois avant, mais on était encore dans l'intégration de Rona Lowe's, au niveau des sièges sociaux, mais aussi au niveau des magasins, parce qu'il y avait la bannière Lowe's, la bannière Rona, puis il y avait d'autres bannières aussi, là, Renault Dépôt. Ça a beaucoup évolué depuis, mais il y avait cette intégration de ce côté-là. Mais il y avait aussi certains magasins qui étaient, on les appelait des franchisés, qu'on rachetait et qui devenaient corpos. Donc, on a fait quelques rachats de magasins à l'époque où j'étais là. Eux-mêmes leur culture, leur méthode, leur façon de faire, puis là, tu deviens un magasin corporatif, fait que tu soutiennes ça. Oui. Okay. Et déjà, ils partageaient certains système, mais pas toujours. Au niveau des politiques, évidemment, c'était différent. Au niveau des cultures aussi, un petit magasin familial, une dynamique qui peut peut-être être différente que d'appartenir au corpo. Puis j'imagine, il y a tous les systèmes, là. Les systèmes de paie, les assurances collectives, tout ça. Y a-t-il une approche, une bonne méthode? En fait, quand je suis arrivée chez Rona, puis ça avait été le modus operandi de toutes les années qui avaient précédé, là, c'est pas nous qui l'avions décidé, c'était comme ça, c'était juste une façon de faire. Ils achetaient, mais ils intégraient pas. Donc, on s'est retrouvés avec des maux de tête, des casse-têtes. Là, on avait plusieurs politiques de vacances, plusieurs programmes d'assurance collective. C'était assez éparpillé et du temps que j'ai été là, parce que ça a été 2 ans et demi à peu près sur mon parcours, on a fait quelques harmonisations, mais à 35 000 employés, c'est énorme. Oui, c'est ça. Mais quelle différence t'en fais entre l'acquisition et l'intégration? Bien, justement, l'acquisition, c'est qu'on récupérait des magasins corpos, par exemple, où on achetait une nouvelle bannière, mais on n'intégrait pas nécessairement... Acquisition, intégration, oui, ils étaient acquises, mais on ne les intégrait pas nécessairement donc, sur nos systèmes de paie. Opérés. Fait que l'actionnaire était différent, mais il continuait d'opérer avec leur système de paie, leur fournisseur d'assurance collective. Okay. Bon, il y a certains trucs qu'on harmonisait parce qu'on n'avait pas le choix. Le code d'éthique, ça devenait le code d'éthique corporatif, mais au niveau des systèmes de paie, je dis à la blague, des fois, on me demandait combien il y avait d'employés, puis je disais à mon VP, ça ne sera pas long, je te reviens dans 3 jours parce que j'ai 3 systèmes à aller consulter. Puis, quand je suis partie, on n'avait pas fini, là. On avait des plans pour intégrer les vacances, mais on n'avait pas fini. Puis, j'ai recroisé des gens il y a quelques temps, puis on m'a dit, Julie, t'en reviendras pas. On a harmonisé notre politique de vacances. Puis, j'étais tellement heureuse pour eux parce que je savais ce que ça représentait comme, puis, tu sais, comme travail. Dans les chaussures de l'employé, ben voyons, c'est simple, c'est pas compliqué. Mais voyons, comment ça, eux, on sait. Puis il y en a plein qui vivent ça là, dans des transferts, des acquisitions, ils se font racheter, sont vendus. Puis au nombre d'employés que tu as, les politiques, il y a toute la notion transcanadienne aussi, parce que c'est pas les mêmes règles un peu partout. C'est pas mal plus complexe qu'on peut imaginer. Oui. Puis, j'étais arrivée, quand je suis arrivée, puis on en reparlera peut-être un petit peu plus tantôt, mais quand je suis arrivée chez, ça s'appelait Mediagriffe à l'époque, j'avais en tête cette expérience-là que oui, il faut faire des acquisitions, mais il faut intégrer. Fait que j'avais été très claire avec mon CEO à l'époque, si on achète, on intègre. Puis intégrer, comme tu le dis, ça se fait pas d'abord à coût nul, parce qu'il y a des coûts qui sont rattachés à ça. Puis dans la perception des employés, il y a toujours un sentiment de perdre quelque chose aussi. Même si on avait développé chez Mediagriffe, devenu ensuite MDF, une méthodologie là, assez... impeccable au niveau de toute l'analyse des conditions de travail. Puis, quand on arrivait à la fin de l'exercice, là, l'intention, c'était que l'employé ne perde rien. Puis, c'était entendu avec le CEO, avec la CFO aussi. Là, il y avait vraiment une volonté commune de faire ça parce que tu comprendras que
Puis là, je vais le faire en image. Là, je parle beaucoup avec mes mains. Quand on avait un groupe d'employés qui avaient des conditions de travail qui étaient un petit peu en bas des nôtres, bien, c'était facile. On leur disait, vous allez gagner ceci, cela, puis tout le monde va être pareil. On va harmoniser. Mais ça se fait pas à coup nul, là, parce que il fallait que j'aille voir la CFO pour dire, ben là, on vient d'acheter une compagnie, ça coûtait tant d'avantages sociaux, mais pour les mettre à niveau avec nous, ben ça va coûter tant. Mais il y avait cette volonté-là, puis on voulait que tout le monde soit partout pareil. Mais l'inverse, c'est pas facile non plus parce que les conditions de travail sont plus hautes. Mais on faisait vraiment l'exercice très, 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 très chirurgical de s'assurer que personne ne perdait quoi que ce soit. Puis c'est arrivé dans certains cas où on a racheté des conditions. Là. J'ai peut-être inventé le terme, mais en fait, c'est que si quelqu'un avait, par exemple, 600 $ d'allocation imposable de frais de formation annuels, ben on le prenait puis on le mettait dans son salaire. Mais même si on faisait ça et que je savais pour avoir fait l'exercice que la personne ne perdait rien, il y avait quand même la perception que je perdais quelque chose. Je perds mon 600 $ de formation. Mais non, tu ne l'as pas perdu. Il est encore là dans ta rémunération globale. Mm-hmm. Mais il y avait quand même cette perception-là. Donc ça, c'était pas toujours facile à vendre, mais il fallait être très clair sur les communications, sur vraiment démontrer à l'employé. Puis c'était, quand je dis chirurgical, là, c'est chaque composante du régime de retraite ou d'avantages sociaux était analysé, calculé pour être sûr qu'en bout de course, l'employé ne perde pas. Mais il y avait quand même cette perception-là, donc dans la communication aussi, même si on sait que sur papier, on a fait la bonne chose, il faut bien l'expliquer à l'employé. Oui. On a parlé, MDF, Mediagriffe. Qu'est-ce qui t'a fait transitionner de Lowe's? Parce que là, Lowe's, c'était gros, mais là, à l'époque, Mediagriffe, c'était... Moi, je me souviens de Job Boom. Oui, bonne mémoire. Qui était là, mais oui. Qu'est-ce qui t'a attiré? Job Boom est encore là quand je suis arrivée. Okay. On les a vendus il y a 1 an ou 2, mais ils étaient encore là. J'avais pas fait le tour du jardin complètement chez Rona Lowe's, mais on avait fait un beau mandat de transformation. On avait livré la transformation, comme je disais tantôt. Mm-hmm. Moi, j'avais géré surtout le volet transformation des rôles ressources humaines, mais j'avais un collègue qui avait géré toute la transformation numérique. Ça a été un super travail. En 2 ans et demi, j'ai appris énormément sur comment on transforme une équipe, comment on transforme des rôles, comment on transforme les systèmes. Ça a été transformation numérique RH? Ou? RH, oui. On a introduit, on a déployé Workday au moment où j'étais chez Rona. Donc, on était à la fin de la course. Fait que je retombais un peu dans mon quotidien de gérer mon équipe de directeur régional. Pas que je me plaisais pas dans ce rôle-là, mais je sentais qu'il me manquait un petit peu de challenge. Puis, Mediagriffe, j'avais vu le post passer là, sur probablement LinkedIn, là, je me souviens plus à l'époque. Puis, ça m'avait titillé, genre, un beau poste de numéro 1 ressources humaines dans une petite organisation que je ne connaissais pas du tout. Mais ça m'intriguait, et j'étais curieuse. Donc, je suis passée par le headhunter de l'époque. Et j'ai rencontré Luc Filiatro, qui était CEO à l'époque, parce qu'il a quitté depuis. Et là, coup de cœur professionnel. Okay. Pour Luc et une autre personne que je vais nommer aussi, Catherine Roy, qui était VP Transformation. Puis là, je fais « Wow, transformation, petite organisation ». Luc venait d'arriver, ça faisait quelques mois. Puis il y avait vraiment le mandat là, d'amener ce qui était Mediagriffe à l'époque là, vers un autre virage. C'était combien MDF d'employés? Commerce. À l'époque, à peu près 600-700 à l'époque. Et il y avait un plan agressif qu'on avait appelé à l'époque le BHAG. Ouais. Big, Hairy, Aggressive Goal. Audacious, Aggressive Goal. Exactement. Peut-être que je n'ai pas bien nommé l'acronyme. Alors, super excitant. On veut passer de temps d'employé à temps d'employé. Certains verraient ça comme pas une démotion, mais de dire, tu passes de Rona Lowe's qui est connu, VPRH, t'en aller VPRH dans une boîte moins connue. À quel point on doit s'écouter puis laisser aller les titres
puis les flagships qu'on peut avoir sur notre CV. C'est vrai, j'avais travaillé pour des gros logos, là, des gros logos qui sont connus. Tu sais, quand tu arrives dans ta famille, tu n'as pas besoin d'expliquer c'est qui Air Transat, Transat puis Provigo. Mais il y avait quelque chose dans la grosse organisation aussi que des fois, je trouvais peut-être un peu plus pesante. Là, c'est sûr qu'il y a inévitablement un petit peu plus de niveau hiérarchique, donc un petit peu plus de politique, inévitablement, ça vient un peu avec ça. Tu me parlais tantôt comment se déploie une communication. Ben, disons que le chemin est plus ardu, alors que je voyais dans la petite organisation quelque chose d'un petit peu plus agile et ça l'est. Je peux confirmer, après avoir passé 5 ans et demi, presque 6, dans la plus petite organisation, on le sait tout de suite. Là. Ça marche, tu le sais, ça marche pas, tu le sais pas. Tu le sais tout de suite aussi. Même à 600-700. Même à 600-700, oui. C'est vrai que je parle de petite, mais 600-700, c'est quand même gros. Et la rétroaction, elle est directe. C'est ce que j'ai adoré. Puis on a beaucoup plus d'impact aussi parce que je trouve que ce qu'on fait paraît plus vite, c'est plus visible en fait. Alors que dans la plus grosse organisation, les bénéfices, on va peut-être les avoir disons, dans le plus long terme. Mais c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur parce que dans la grosse organisation, on a beaucoup plus souvent de moyens, de structures. On avait des gens marketing interne qui s'occupaient de nos présentations, des traducteurs, mais tout ça, on n'a pas ça comme ressource dans la plus petite organisation, mais ça nous amène à être plus débrouillards, je dirais. Puis moi, j'aime bien aussi me mettre les mains dedans, comme on dit, donc ça me plaisait. Puis même si tu avais le titre de VP RH dans les deux, ton quotidien devait être complètement différent dans un que dans l'autre. Oui. Puis là, puis c'était la première fois que j'occupais le poste de numéro 1 ressources humaines. Là. Donc là, j'avais l'ensemble du service ressources humaines sous ma responsabilité. Fait que c'est la première fois que tu relevais d'un CEO. D'un CEO direct. Puis tu as eu un coup de cœur. Puis coup de cœur professionnel aussi pour la mission, pour où est-ce qu'on voulait amener ensemble où est-ce qu'on voulait amener cette compagnie-là. Un beau virage, j'ai connu trois phases de changement de nom, puis chacune des phases de changement de nom est liée à une transformation de l'organisation. Donc, je pense que si je mets ça sur papier, mon expérience de 5 ans et demi doit valoir peut-être un 8 ans ailleurs, parce qu'on a tellement fait de choses. C'était quoi le plan? Fait que là, juste comprendre, à peu près 600-700 employés, c'était des portails en ligne. Jobico, il y en avait plusieurs. Oui. Puis là, vous partiez en acquisition? Bien, il y avait 3, oui. L'organisation avait été, de la compagnie avait été réorganisée avec 4 filiales distinctes, en fait, à l'époque, qui avaient chacune leur créneau, mais un peu éparpillées. Alors, c'est pour Réseau ça... Contact, exactement. Job Boom. Réseau Contact, Job Boom, oui. Alors, il y avait une volonté, justement, de séparer ces créneaux-là, puis après, de vraiment définir dans quel créneau on est bon, puis est-ce qu'on veut vraiment être éparpillé, si on veut, parce que c'est dur de donner autant d'énergie quand tu as plusieurs divisions. En tout cas, c'était notre réalité, effectivement, ce qui nous a amené à acheter des compagnies qui étaient plus proches pour développer un créneau, puis à vendre d'autres où est-ce qu'on sentait qu'on était peut-être moins habilité, puis que d'autres compagnies allaient peut-être être meilleures pour gérer. Puis c'est des business qui vivent encore, là, qu'on a vendus ailleurs. Puis le leadership aussi de l'équipe de direction qui était très, très, très soudée. C'était très grisant. Puis t'arrivais, là, tu rentrais dans l'équipe exécutive. Tu disais, premier rôle directement de CEO, la fonction complète. Comment tu arrives dans ce genre d'environnement-là? Comment on se prépare à ça? Comment on joue notre rôle RH? Premièrement, j'arrive, puis je suis la première vice-présidente ressources humaines de l'histoire de Mediagriffe. Ça n'existait pas avant que j'arrive. C'est une fonction vice-présidence qui a été créée. Donc, il y avait une équipe ressources humaines qui avait fait des choses très bien, mais c'était 3 personnes qui se rapportaient à la VP Affaires juridiques à l'époque.
Et là, le CEO voit avec toute cette croissance-là la nécessité de créer cette fonction-là puis d'avoir un département un petit peu plus robuste. Puis comme ça arrive comme un coup de dé, parce que j'étais pas là, mais quand je suis arrivée, l'équipe avait à peu près tout changé. Il restait 2-3 joueurs, mais qui n'étaient pas ceux dont je parlais tantôt, qui se rapportaient à la VP. Donc, on part à peu près d'une page blanche, en fait. Mm-hmm. Mais là, on parle de sac à dos tantôt, donc j'ai beaucoup plus, depuis tantôt, donc j'ai beaucoup plus d'outils dans mon sac à dos. Donc là, j'ai une vision un peu plus claire de ce qu'on a besoin de mettre en place pour être un service ressources humaines qui va être capable de bien accompagner l'organisation dans son objectif de BIAG, là, comme on parlait tantôt. Donc, on a commencé par créer une équipe d'acquisition de talent. Ensuite, on a créé une équipe de rémunération globale. Il y avait une base en rémunération globale, mais on avait besoin de la solidifier, là. Puis encore une fois, c'est anecdotique, mais il y avait à peu près 500 différents postes pour 750 employés, puis j'exagère à peine. OK. Donc, tantôt, quand on parle d'intégrer, mais pas d'acquérir, de ne pas intégrer, là, il n'y avait pas d'harmonisation de titres qui avait été fait, d'échelle. Donc ça a été un travail colossal, un travail de fond. Puis je disais qu'on n'a pas toujours été très, très populaire non plus, parce que les titres, c'est quelque chose de très sensible pour les employés. Donc, on a harmonisé les titres, mais des fois, on a dû faire des modifications, puis ça a accroché un petit peu. Donc, on n'était pas toujours très populaire. La grosse partie, c'était des technos. Oui, c'était des développeurs essentiellement. Oui, développeurs, les analystes d'affaires, des assurances qualité, puis des gestionnaires de projets. Là, c'était ce qu'on appelait notre core, le gros noyau. Ouais. OK. Fait que c'était le premier contact. Première incursion, toi aussi, dans le monde des technos. Oui. Quelques secondes pour remercier notre partenaire principal du podcast Leader RH. J'ai nommé Ansia. Ansia qui lance cette année, en 2026, une IA vocale de recrutement, donc qui comprend le québécois. L'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir le choix entre faire une entrevue traditionnelle avec une préqualification traditionnelle avec un recruteur ou de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faire une entrevue avec un recruteur AI, poser des questions sur l'entreprise et aussi expliquer son parcours. Dans tous les cas, un recruteur humain réécoute la conversation et est en mesure de faire une rétroaction personnalisée aux candidats ou candidates qui ont utilisé l'AI. Avec l'IA vocale de recrutement d'Ansia, c'est donner le choix et garder l'humain. Je terminerai en vous remerciant. Merci d'être là et d'écouter. Merci aussi de partager le podcast et de faire grandir la communauté de leaders RH. Tu sais, tantôt, je disais, je ne veux pas faire de relations de travail, j'aime pas me chicaner, mais là, j'avais dit, je ne peux pas travailler en technologie, je ne connais pas ça, des postes en technologie. Puis mon patron m'avait dit, je t'embauche pas pour que tu viennes faire du développement, là, je t'embauche pour que tu viennes t'occuper des ressources humaines. Je dis, ça, je sais faire ça. Ça, je suis pas pire. Oui, alors, mais c'est ce qui est intéressant, en fait, d'avoir évolué dans toutes ces différentes industries-là, parce que je peux te dire, après toutes ces années, que faire des ressources humaines, comme on dit, là, ça ressemble un peu d'une compagnie à l'autre. Là. Mm-hmm. Des enjeux d'engagement, de culture, de titres. Là, comme je disais tantôt, c'est pas mal assez commun. Là. Mais de pouvoir évoluer dans une nouvelle organisation puis d'en apprendre plus sur une nouvelle industrie, je trouve que ça amène beaucoup de curiosité d'apprendre puis de faire les choses différemment. Fait qu'on peut amener des choses d'ailleurs, mais on découvre aussi un nouveau secteur ou une nouvelle industrie. Puis je trouve que ça rajoute du fun dans l'histoire. C'est cool. Oui. Puis, tu sais, la notion, ça faisait partie du BIAG, de transformer l'organisation, de passer en mode acquisition, de départir, vendre certains, puis se recentrer. Pour plusieurs personnes, ça peut être déstabilisant d'être dans un milieu très en transformation continue, puis tu dis, je vais-tu être vendu? Comment est-ce qu'on peut mobiliser les gens au travers, parce que c'est en turbulence constante, là? Oui.
Puis sur papier, c'est un beau projet, mais ça ne s'est pas dessiné non plus comme on l'avait imaginé parce qu'il est arrivé quelque chose qu'on a appelé la COVID. Donc, ça a changé légèrement les plans. Là. Donc, on est passé à près de 1000 employés. On est redescendu à 500. Donc, oui, tu as raison de dire qu'il y a qu'il y a eu pas mal des montagnes russes. Mais je pense qu'on a gardé... Ben, je pense pas. On a gardé l'engagement des employés avec une communication que je jugerais là, très, très adéquate. Toujours cette volonté-là de rester connecté avec les employés parce que pour en rajouter un peu, on est tous en mode 100% virtuel. Donc, ça, des fois, c'est plus difficile d'attraper des conversations de corridor puis de rester connecté. 500 000 employés, tout en virtuel. Oui, tout en virtuel, okay. 100% virtuel. Un petit bureau à Longueuil, d'autres bureaux un peu partout, mais très peu utilisés. Là. Les gens étaient bien chez eux. Okay. Mais on a réussi... Et ça, c'est Luc. Pour lui, c'était important qu'il y ait des conversations régulières avec les employés, puis en personne virtuelle, mais avec une personne qui parle. Donc, on n'était pas fan d'envoyer des mémos aux employés. Quand il y avait quelque chose à communiquer, c'était toujours verbalement, on se fait un appel, on ouvre un Teams, puis ça marchait super bien. Puis on a tout essayé, puis on s'est ajusté en fonction des besoins. Là. C'est sûr que quand la pandémie est arrivée, ça a été un choc pour tout le monde. Donc, il y avait un point journalier, là, un statut journalier, parce que, on se souvient de l'époque, ça évoluait tellement vite. Ensuite, la COVID est devenue la nouvelle réalité. Donc, on est passé à une fois par semaine. Ensuite, là, c'était peut-être un peu trop. On avait pris nos habitudes. On est passé à une fois par mois, mais il y avait cette volonté-là de toujours rester disponible puis présent. Puis le taux de réponse était intéressant au niveau des présences, mais aussi au niveau de l'interaction. Les gens pouvaient poser leurs questions en personne. Donc, ça permettait de rester connecté dans un monde où est-ce qu'on était chacun chez soi. Je double-clique sur quelque chose. Tu me dis, notre rôle RH, supporter nos gestionnaires, équiper nos gestionnaires, tout ça. Le débat actuel du télétravail, retour au bureau, c'est quoi les meilleurs trucs pour outiller nos gestionnaires à faire leur job de gestionnaire quand tu es 100% en télétravail, parce que vous êtes 100% virtuel? Oui. Y a-tu des choses que tu as appris que tu pourrais nous partager là-dessus? Bien, ça revient quand même à... Le rôle de gestion, c'est pas un rôle qui est facile. Là. Donc, il faut avoir le feu sacré, je pense. Faut surtout pas le faire parce que c'est bien sur un CV puis c'est comme ça qu'on progresse. Je pense qu'il faut bien se connaître puis avoir envie de connecter sur les gens parce que c'est ça être gestionnaire aujourd'hui. Je pense que ce soit en virtuel ou en présentiel, cette volonté profonde de vouloir, puis ça, encore une fois, il y a différentes écoles de pensée. Là. Moi, je suis très servant leadership, là, donc être là pour aider mes employés, débloquer des problématiques qu'ils peuvent avoir dans leur quotidien et surtout leur laisser faire leur travail. Fait que je pense que ta question, pour moi, je ne la relie pas nécessairement au mode de fonctionnement, qu'on soit en virtuel ou en présentiel. Je pense que des bons gestionnaires en présentiel vont être capables d'être de bons gestionnaires en virtuel aussi, à condition que ça parte d'une volonté... S'ils ont les bons réflexes de gestionnaire. D'évaluer pour la bonne chose et non pour la présence ou de la contribution. Ils vont être capables de le faire, que ce soit à distance ou en présentiel. Puis commencer, c'est comme on commence un Teams, comme on commence une rencontre en personne. Là. Comment ça va, comment ça se passe, et non pas une liste de points à faire plus dans le transactionnel. Je pense que cette connexion-là puis cette volonté-là de vouloir... Elle s'oublie des fois quand Teams ouvre, parce qu'on arrive à 11h pile parce que ça ouvre 11, mais si on était en présentiel, on serait arrivé à 11h-5. Oui, puis peut-être que c'est vrai. Puis peut-être des petits réflexes qui se perdent, mais je pense qu'il faut rester conscient de ça. Puis nous, on se faisait un devoir aussi, l'équipe RH, puis je sais que d'autres équipes le faisaient aussi. Malheureusement, c'était pas toujours possible parce qu'on était tellement éparpillés partout, là. Puis parce qu'avec la pandémie,
est-ce qu'on aurait dû faire différemment? Peut-être, mais on a créé un peu un monstre parce que dans le sens où on est allé chercher le talent où il était. Donc, on s'est retrouvé avec des employés aux États-Unis dans 25 États différents, mais on avait 1 ou 2 employés. Donc, vouloir ramener les gens au travail aujourd'hui, ça se ferait à grand coût financier, mais à grand coût au niveau du taux de roulement aussi, ce serait pratiquement impossible parce qu'on a créé ça. Mais ça restera. Puis je comprends que les gens ramènent les gens au bureau, mais quand c'est nécessaire de le faire aussi, dans le sens où nous, la plupart des gens travaillaient, on est dans une boîte d'informatique. Là. Je pense que c'est très, très, très différent de peut-être d'autres boîtes. Je pense qu'il y a des milieux où c'est beaucoup plus profitable de le faire en personne. Mais il faut ramener les gens au bureau pour les bonnes raisons aussi. Là. C'est l'agenda caché est de surveiller les gens puis être sûr qu'ils travaillent. Tu ne ramènes pas les gens au bureau. Puis on ramène les gens au bureau, mais ils passent l'entièreté de leur journée sur Teams à collaborer avec d'autres personnes. C'est pas là qu'on va aller chercher grand bénéfice. Mais je crois fermement, encore aujourd'hui, qu'il y a une connexion qu'on a en personne qu'on ne peut pas dupliquer à 100% en virtuel. Tu parlais, on a eu des gens un petit peu partout aux États-Unis. Vous avez eu des gens en Ukraine. Oui. Puis dans le contexte, nous, on a vécu la COVID, mais eux, ils ont vécu la guerre aussi. Fait que comment on équipe nos gens, comment on vit avec ça, le déclenchement de la guerre, quand tu as des employés qui sont dans ces zones-là? Oui, ça a été une expérience d'un point de vue humain assez particulier. La guerre se déclare en février 2022. 22, je pense. Oui. Et on a une vingtaine d'employés à peu près en Ukraine. Et là, c'est partout dans les journaux. Puis nous, on le vit de très près parce qu'on a des employés qui sont là. Mais encore une fois, c'est l'écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, parce que c'est sûr que notre premier réflexe comme Nord-Américain, là, on met nos lunettes puis on se dit c'est inconcevable. Là, si on est à Lévis ou sur la rive nord de Montréal, puis la guerre se déclare, puis il y a une bombe à côté, c'est inconcevable. Là, pour nous, puis c'est inconcevable pour eux aussi. Là, je ne veux pas minimiser du tout la chose, mais c'est plus proche de leur réalité. Là. Il y a déjà des conflits depuis des années, puis les gens ne veulent pas quitter. C'est la première chose qui nous préoccupe. Là. Les gens veulent rester. On envoie un avion. Ah oui, puis il y a des gens de nos employés qui étaient prêts à dire moi, je vais héberger nos collègues. Là, j'ai une chambre chez moi, puis je le prends demain matin. Oui. Puis on aurait bien aimé pouvoir faciliter les choses, mais évidemment, c'est pas aussi facile d'un point de vue immigration, etc. C'est même pas une question de volonté puis une question de coût. Alors, le mieux qu'on a pu faire, c'est d'être à l'écoute de leurs besoins. C'est sûr que la dernière chose dont ils avaient besoin, c'était de perdre leur emploi ou d'être pénalisés de quelconque façon. Donc, on avait créé un code qu'on avait appelé, j'espère que je vais le dire correctement, mais je pense que c'était le code compassion. Donc, s'ils avaient besoin, soit parce que par moment, l'électricité était coupée, puis c'était prévu d'avance. Donc, on essayait de les accommoder le plus qu'on pouvait. Puis on avait créé ce code-là où est-ce qu'il était, il était pas en activité, mais il était payé quand même parce qu'on voulait pas. Fait que c'était le soutien financier minimal qu'on pouvait évidemment les aider. Certains ont voulu se relocaliser dans d'autres pays. C'était pas toujours possible parce qu'il y avait des lois aussi dans leur pays sur qui doit rester actif si jamais. Il y a eu pas la conscription aussi, obligatoire, etc. Exactement. Donc, certains ne pouvaient pas quitter, mais d'autres, quand il y avait des conditions familiales ou médicales précises, pouvaient quitter. Donc, des fois, ils quittaient dans un pays où le coût de la vie est un petit peu plus élevé. Donc, c'est arrivé qu'on a ajusté les conditions de travail en conséquence. Puis toujours avec une communication, évidemment, avec ces employés-là. Mais c'est arrivé à 2-3 reprises où c'était très difficile. Là. Personnellement, j'ai parlé avec un avocat en Ukraine parce qu'on avait des questions sur certaines interprétations de la loi, notamment la conscription. Puis
il me disait constamment, Julie, ça se peut que je manque l'électricité ou que... tu sais, j'en parle, j'ai des frissons parce que, je veux dire, t'es exposé à ça on le voit aux nouvelles. En live, là. Ouais. On le voit aux nouvelles. Ça arrive tellement, on en voit encore ce qui se passe en Iran, tout ça. On dirait que c'est déconnecté, mais j'imagine que tu es en Teams. Puis, oui. Puis c'est arrivé aussi dans des équipes où ils entendaient en arrière des sirènes, tu sais, je dirais pas les bombes tomber, là, mais pas loin, là. Donc, puis encore une fois... nous, on est plus loin que ça, donc c'est inconcevable, mais pour eux, c'est leur quotidien. Fait que ça aussi, puis il faut faire très attention de, pas de décider ce qui est bon pour eux, mais d'être à l'écoute justement de ce qu'ils ont besoin. De recevoir ça, puis de s'ajuster. Ça fait partie de tout ce qu'on peut voir en ressources humaines, là, des histoires tristes, des histoires humaines. Là, c'est des histoires qu'on a vécues. Là. Tantôt, on a fait un petit tour de mes expériences passées. Et je veux dire, on en a vu des trucs, là, des employés décédés à destination qu'il faut rapatrier, des employés qui s'en viennent travailler un matin, qui ont un accident d'auto en se rendant au travail. On dit toute autre tâche connexe. Là, souvent, le gestionnaire va venir te voir de dire oui, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? J'ai un employé qui devait rentrer ce matin, puis accident, mon équipe est démolie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que toute cette partie gestion de crise aussi qu'on doit gérer parfois avec des drames humains qui ne sont pas faciles. Tu as parlé du coup de cœur avec Luc, le CEO. Tu as parlé du rôle avec le CFO. Souvent, les RH et les finances, ça s'entend pas bien ou ça pas moi. Moi, c'est mes meilleurs amis. OK. Convainc-nous ça ou conte-nous ça. Comment bien travailler avec les finances? Moi, je sais compter, mais j'ai pas la bosse des mathématiques. Là. C'est pas, fait que pour moi, c'est des experts et des conseillers extraordinaires. J'ai travaillé étroitement avec la CFO chez puis bon, peut-être qu'il y a des questions de personnalité là-dessus. Je ne sais pas qui t'a raconté ces histoires, mais je ne savais pas que c'était épique comme relation, parce que moi, ça, c'est pas ce que j'ai connu, ni chez Transat, ni chez... Puis c'est important, je pense que comme service, moi, je le vois comme des services partagés, donc d'être aligné, puis comme je le disais tantôt, prendre des décisions sur on va harmoniser. Oui, c'est une belle idée, mais il va y avoir des coûts. Il faut qu'on soit très aligné. Là. Puis si la CFO m'avait dit, Julie, on ne peut pas pour telle raison, on en aurait discuté, puis j'aurais suivi la ligne du parti, puis on aurait défini ensemble notre approche. Mais quand on a défini notre approche d'harmonisation, c'est pas moi qui est arrivé dans son bureau en disant, on va harmoniser, puis ça va marcher de même. Là. J'ai vendu ma salade aussi, puis elle n'était pas dure à convaincre, parce que c'est important pour elle aussi, l'équité, puis l'harmonisation au niveau des employés. Fait que non, pour moi, ça n'a pas été... un combat. Un combat, non. Puis c'est vrai que nos rôles sont intimement liés parce que souvent, on va gérer par exemple, des programmes de rémunération, des octrois ou des bonis. Puis il y a des coûts financiers à ça. Donc, il y avait une collaboration puis un travail d'équipe qui était important. Puis je te dirais aussi, on parle de CFO, CEO, mais je te dirais que le CTO aussi, c'est important parce que tantôt, on parlait d'expérience employée puis d'intégration. Bien, si je ne suis pas connectée avec le responsable de la technologie, puis il me dit, ben Julie, on ne va jamais les intégrer sur notre Teams, bien là, je vais faire, tu sais, pour l'expérience employée, ce sera... On a beau faire une belle intégration, puis les amener chez nous, puis leur faire un beau, ce que j'appelle un warm welcome, mais s'il faut qu'ils se branchent dans 2 systèmes pour assister à des rencontres chez nous, l'expérience employée n'est pas très bonne. Donc, il y avait cette communication-là, puis faut qu'on soit alignés, puis il faut qu'il y ait cette volonté-là, tous ensemble, de faire arriver ça, parce que si je me mets, moi, comme mission toute seule d'être responsable d'une bonne expérience employée, ben si j'ai pas l'aval ou on n'est pas bien coordonné avec la CFO, CEO, chef de la technologie, j'y arriverai pas toute seule. Là. Ouais. Là, on parle de transformation, on dit on a vendu, on a acquis, puis là, il y a une dernière phase où vous-même avez été acquis. Oui. Ça s'appelle maintenant Sovra. Sovra, oui. Sovra. Puis dans ça, tu participes à cette transformation-là.
mais tu participes aussi parce que j'ai dit jusqu'à tout récemment VP RH chez Sovra. Comment cette transformation-là arrive, puis comment, pas dire tu te kick out toi-même, mais que tu évalues ta contribution dans ça, puis tu dis je vais quitter puis pour d'autres choses. En fait, la transaction arrive, je pense qu'elle se conclut j'ai oublié la date, mais en mai 2024. Donc, ça, c'est un long travail, là. Ce qu'il y a en arrière, c'est colossal, là, tout ce qui est la vérification diligente pour vendre une compagnie donc, on allait être privatisé et c'est KKR qui nous achète. Fait que là, je saute vite au moment de la transaction, mais avant, c'est 9-10 mois de travail là, dans le plus grand des secrets parce que malheureusement, c'est hautement confidentiel, surtout pour une entreprise qui est publique. Et ça, c'est toujours difficile au niveau des employés parce qu'il faut faire ça dans le plus grand secret. Puis le jour qu'on l'annonce, ben c'est fait. Puis la transaction, elle est conclue parce qu'il faut aviser nos investisseurs avant nos employés. Donc, le mémo sort à 7 heures du matin, puis à 9 heures, on peut rencontrer nos employés. Puis ça, c'est toujours... Je comprends que la loi est faite comme ça, là, puis on comprend tous ça, mais d'un point de vue employé, c'est difficile. Là. Moi, ça me rentre difficilement dans la tête parce qu'on se dit l'employé est une partie prenante quand même de l'histoire, mais il faut croire que les investisseurs le sont plus. Alors, on rencontre les employés, puis là, je pense que tu sais qu'il existe comme tout un ensemble de préjugés envers les private equity, là, puis qu'est-ce qui va se passer, puis ça vient avec son lot d'insécurité. Mais on a eu un accompagnement incroyable de la compagnie qui nous a achetés au niveau des plans de communication. Il y a aussi un plan qui a été offert aux employés là, de participation au profit. On va le résumer comme ça. Là. Mais l'intention est claire. Là. La compagnie va être revendue dans 4-5 ans. Donc, encore une fois, comme je disais tantôt, la communication, la transparence, on explique ça aux employés avec toutes les informations qu'on a. Puis, ça se passe étonnamment bien. Puis, avec Luc, à l'époque, on se disait toujours... qu'est-ce qu'on se disait? On se disait... prépare-toi pour le pire, puis souhaite que le meilleur se produise. Fait qu'on faisait toujours des plans en se disant ça va être la catastrophe, les employés vont être fâchés. Fait qu'on prévoyait toujours le pire des scénarios. Puis je pense que la crédibilité puis la relation était bien établie avec les employés. Donc, il y avait une confiance qui était là. Donc, l'annonce se fait quand même bien. Puis la relation avec KKR, elle est excellente. Là. J'ai beaucoup appris d'eux aussi. Tu es en phase d'intégration, mais intégration dans le... Oui. Oui et non, parce qu'on restait quand même maître à bord. Okay. Là. Je pense que c'est quand on vit plus je ne saurais pas comment le dire en français, là, mais des merges que quand on est acquis, là, on restait avec notre président. Donc, c'était quand même plus ou moins transparent, je te dirais. Ce n'est pas comme Lowe's et Rona qui se mettent ensemble ou Provigo, Loblaws à l'époque qui se mettent ensemble. Là, c'était vraiment, on devenait une compagnie, mais détenue par KKR plutôt que par des investissements publics. Et la compagnie change beaucoup. Comme je disais tantôt, j'ai vécu 3 changements de nom. Ouais. Et c'est arrivé, et le départ de Luc est arrivé. Ils ont changé la direction. Les opérations changeaient beaucoup. Là. On s'en allait, on avait des clients qui étaient plus positionnés aux États-Unis. Donc, j'imagine que la stratégie était de mettre un président américain. Puis, je la comprends aujourd'hui. Et dans tout ça, je me dis, moi, j'ai bâti ce département-là, puis j'avais été, je parle tantôt d'être honnête, de dire les choses, puis j'avais rencontré la nouvelle direction en leur disant, si jamais je suis pas la personne, puis vous sentez que vous avez besoin de faire un changement pour X, Y, Z raison, assoyons-nous, soyons francs, puis je vous aiderai à faire la transition. Alors, c'est pas ce que je souhaitais. Je souhaitais pas partir nécessairement, mais c'est comme ça que ça s'est
ça s'est installé. Finalement, on m'a rencontré au retour des fêtes pour me dire, tu sais, Julie, on s'était parlé il y a quelques temps, puis tu disais que ça pouvait se passer comme ça. Je pense qu'on est rendu là. Fait que c'est ce qu'on pourrait appeler un divorce à l'amiable, parce que c'est possible. Puis c'était correct. Pour moi aussi, j'avais vécu 5 et demi belles années. Puis, tu sais, à un moment donné, la compagnie change aussi, puis c'est peut-être rendu le moment pour nous de passer à autre chose. Donc, d'un point de vue personnel, de se dire, parce que ça arrive quand il y a des rationalisations, des transformations. Comme RH, on a souvent des fois identifié des listes de gens que peut-être on va faire. Puis quand c'est rendu que tu te mets toi-même sur la liste ou que tu as ça, c'est un sentiment d'échec ou c'est un sentiment de dire je vais au meilleur pour ma carrière, l'organisation, puis... Non, pas du tout un sentiment d'échec. Puis je peux comprendre que c'est pas... tu sais, là, je parle de mon expérience à moi, mais c'est pas facile à être la personne qui est laissée, disons, là, ou être l'autre côté de la table, parce que moi, j'étais habituée de faire l'annonce et non pas de me faire annoncer. Mais quand c'est fait avec respect, quand il y a une... Quand il y a une bonne conversation qui vient avec ça, pour moi, c'est plus aujourd'hui un drame comme ça l'a été il y a des années de perdre son emploi. Là. Je pense que moi, je vois juste ça comme un passage vers autre chose. Mais voilà, ça, c'est ma situation à moi. Merci de ton ouverture sur ça. Qu'est-ce qui t'attend? C'est quoi ton prochain step? Où est-ce qu'on va te retrouver? Oui, moi, j'aimerais le savoir. J'aimerais tourner la page moi-même, voir où est-ce que je vais me retrouver. En fait, je le prends vraiment comme une opportunité parce que tantôt, on a revisité un peu mon parcours. Puis c'est sûr que chaque nouveau poste est arrivé à un moment précis, puis on dirait pour une raison, puis je suis allée apprendre quelque chose, mais avoir l'opportunité là de m'arrêter puis de me poser la question, souvent c'est moi qui sautais d'un poste à l'autre ou qui décidais, mais là je suis comme forcée à faire cette réflexion-là, puis c'est super intéressant. Justement, de prendre le temps. Mais assurément, j'ai adoré mon poste de VP ressources humaines dans cette organisation-là qui était, comme on disait tantôt, un petit peu plus petite. Le rôle de gestion, même si ça vient avec ses défis, comme on l'a dit aussi, pour moi j'aime beaucoup ça. Des différentes industries. Différentes industries, effectivement. C'est ce que je trouve intéressant aussi du parcours de... La fonction est là, l'individu, le leader est là, puis on s'adapte d'une industrie à l'autre, d'une grosseur d'organisation à l'autre. Absolument. Mais une chose sur laquelle je ne ferai pas de compromis, c'est le fit. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de sentir qu'on est à sa place dans une organisation puis qu'on peut être soi-même. Puis ça, pour moi, c'est très précieux puis c'est très important. Puis sentir qu'on peut apporter de la valeur puis qu'on a de l'impact puis qu'on sent qu'on fait... moi, en fait, c'est pas compliqué. Je veux être utile puis je veux servir à quelque chose. Fait que quand on me laisse cette place-là puis qu'on a toutes les conditions gagnantes, ça, c'est précieux. Alors que des fois, on va prendre des rôles peut-être où est-ce qu'on sent un petit peu moins bien puis on a peut-être l'impression qu'on doit jouer des jeux. Ça, pour moi, ça serait plus difficile. C'est peut-être l'âge et la sagesse qui m'amènent à dire ça. Mais ça serait le critère numéro 1. Après le type d'industrie, après présentiel, hybride, la taille de l'équipe. Pour moi, c'est plus secondaire. Je pense que ce qui est précieux, c'est quand tu sens que tu peux véritablement contribuer. Excellent. Vous ne pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer puis l'utiliser vous aussi avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Je nous ferai atterrir en douceur avec une petite question. Notre jeu d'accueil et intégration. Je vais te faire piger une carte, puis je t'invite à y répondre. Je la lis? Oui. Ou c'est...
Donc, chez Saint-Hubert, es-tu plus salade de choux crémeuse ou traditionnelle? Ben, je suis traditionnelle, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Là. Est-ce qu'il y a interprétation? Ah, ben, c'est la traditionnelle. Ah, il n'y a pas une signification. Il n'y a pas une signification. Ouais, non, c'est pas si tu prends une couleur ou quoi que ce soit. Non. C'est plus un brise-glace. Oui, mais comme tu peux voir. On est team traditionnel. Oui, moi, team je suis vinaigré. On dit vinaigré. Vinaigré, oui. Julie, merci infiniment de ton passage. J'ai beaucoup apprécié notre conversation, l'ouverture, puis toute la sagesse que tu as apportée à notre conversation. Ben, merci, Michel. C'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli à ton micro. Puis au plaisir de voir où tu vas rebondir. Oui, suivez. À la suite sur LinkedIn. À bientôt. Merci.